Alors bonjour Louise Eliafi, on te reçoit aujourd'hui sur la chaîne pour ce livre. Bonjour. La femme est une islamiste comme les autres, et donc tu es avocate essayiste franco-libanaise et tu as une vision, je trouve, de par ce livre unique sur le rôle des femmes dans l'islamisme. Et bien voilà, donc je te laisse te présenter, Louise, pardon, bienvenue sur la chaîne. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas eu et on est content que tu y reviennes. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être de retour pour mon deuxième livre. Écoute, que dire de plus que ce que tu as dit? Effectivement, je suis avocate. Oui, le premier, C'était le c'est ça. premier, voilà. C'était le premier il y a quelques années. Écoute, oui, effectivement, je suis avocate pénaliste, je le précise. Et d'ailleurs, pour le premier livre, je n'étais pas encore avocate, je le suis devenue entre-temps. Félicitations. Merci. Et effectivement, c'était une idée, la radicalisation des femmes, qui me trottait un peu dans la tête depuis. Je pense que j'ai commencé à y penser il y a 4 5 ans environ. Et c'est vraiment il y a 3 ans, enfin maintenant du coup il y a 4 ans, que j'ai commencé à vraiment faire des recherches pour m'apercevoir qu'il y avait pas grand-chose sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y avait quelques bouquins. Certains très bien, et que d'ailleurs je cite dans mon livre, qui sont des livres plutôt de témoignages, donc vraiment des journalistes qui sont allés parler à ces femmes, notamment sur la période 2016-2017, quand on parlait pas encore des revenantes. Donc pour certains journalistes qui sont allés les interroger, même directement à Raqqa. Euh, Au-delà de ça, il n'y avait aucune analyse sur le sujet, et donc ce qui était censé être au départ juste la dénonciation d'un phénomène dont j'avais remarqué que personne s'y intéressait vraiment, s'est transformé en enquête qui m'a pris environ 3 ans. Voilà. Ouais, effectivement, et on comprend en fait à la lecture, bien la profondeur, la rigueur et le temps qu'il t'a fallu pour faire ça, Ouais. parce que c'est vrai que c'est un livre qui est quand même assez exhaustif et qui explore beaucoup de points sur cette radicalisation ou sur cet islamisme des femmes. Donc dans ton livre, tu affirmes que les femmes ne sont pas seulement victimes de l'islamisme, mais qu'elles sont des actrices à part entière. Donc tu l'as dit toi-même ici, effectivement, c'est un angle qui a peu été investi. Et est-ce que tu penses qu'il y a il y a quelque chose de volontaire, mais pas forcément de l'ordre du complot, mais de l'ordre du déni, de l'ordre de quelque chose qu'on n'a pas envie de voir, dans le fait que personne n'ait traité ce sujet à part toi en réalité, alors que c'est quelque chose qu'on observe depuis très longtemps. Quand on est dedans, quand on est comme nous dedans, on l'observe plus ou moins. Donc là, toi, tu as fait une enquête rigoureuse pour poser les choses et ça, c'est génial. Mais est-ce que tu penses qu'il y a eu du coup quelque chose de l'ordre du déni qui a empêché aux médias et aux intellectuels français de voir ce phénomène que tu décris? Alors déjà, je pense qu'il y a quelque chose de très historique enfin, de très historique, de très ancien, ancré dans, j'ai envie de dire, à peu près partout dans le monde, qui est assez universel, qui est que la violence des femmes, depuis très longtemps, est invisibilisée. C'est-à-dire que la femme n'est que victime de violence. Et Hmm. encore, même ça a été reconnu il n'y a pas si longtemps que ça par rapport à l'histoire de l'humanité. Mais la femme n'est pas actrice d'une violence. Elle est victime de violence, mais elle ne peut pas être actrice d'une violence. Ça, en l'occurrence, au-delà même de la seule question de l'islamisme, c'est un fait c'est un biais misogyne, je pense, en tout cas sexiste, parce que la contrepartie, c'est que c'est l'homme qui est un violent en puissance, et la femme ne serait que sa victime. Ça, en l'occurrence, c'est assez ancien. Et alors, il me semble que je le rappelle dans le livre, enfin, je passe un petit peu rapidement parce que c'est pas tout à fait le sujet, mais cette invisibilisation de la femme, si tu prends un pays comme la France, elle est assez ancienne et on la voit sur certains événements assez spécifiques. Par exemple, il y a eu une révolution vivrière de 1775, pardon, me semble-t-il, donc un peu avant la Révolution française, qui était une révolution plutôt de femmes, qui était en prémisse à la révolution de 1789. 1789 ou encore un autre événement plus lointain, mais comme la Commune. Tu prends ces trois événements parmi d'autres, ce sont des exemples où les femmes ont été extrêmement violentes. Alors certains pourraient dire que c'était une violence certes légitime, mais le fait est que les femmes ont quand même été violentes. Or, elles étaient parfois interpellées, mais toujours relâchées. Et si tu regardes les procès-verbaux policiers de l'époque, c'est assez intéressant parce que les femmes ne sont pas identifiées. C'est-à-dire qu'on parle de la femme du charcutier, de la femme du boucher, de la Ah cousine du ouais. boulanger. Et en fait, on comprend très rapidement que la violence des femmes a été longtemps invisibilisée parce que la femme elle-même, en tant que personne
juridique autonome était invisibilisée. Donc en fait, bon, la femme, c'était pas grand-chose. C'était certes, elle faisait partie de la société. C'était entre guillemets le ventre de la nation. Et je reviendrai d'ailleurs sur cette notion concernant l'islamisme. Mais la femme en tant que telle n'était pas agente, on va dire, de la société et encore moins de la violence. Et ça, en l'occurrence, c'est quelque chose qui certes est ancien, mais qui, je pense, est encore très présent aujourd'hui dans l'esprit de beaucoup et qui a été présent sur la question spécifique de l'islamisme, qui a c'est ce biais-là dont on se rend compte, dont moi en tout cas je me suis rendu compte qu'il a existé, qu'il existe encore selon moi, mais on y reviendra, notamment chez les autorités policières, mais aussi chez les autorités judiciaires, jusqu'au déclic de 2016, où on y reviendra aussi probablement, mais 2016, c'est un peu l'année du djihadisme féminin. Il y a un certain nombre de tentatives d'attentats par des femmes plutôt isolées qui sont déjouées, mais le gros événement, c'est septembre 2016, où il y a un commando féminin, donc constitué de 4 femmes, qui se connaissent depuis à peine quelques semaines via les réseaux sociaux, qui ont des âges assez divers et variés. Je crois que ça va de 19 ans jusqu'à environ 50, me semble-t-il, pour la plus âgée, et qui vont décider que c'est une bonne idée d'aller faire exploser une voiture aux abords de Notre-Dame. Heureusement, elles confondent essence et diesel. La voiture n'explose pas, elles sont interpellées, elles ont entre-temps été condamnées à des peines assez lourdes, entre 20 et 30 ans. Le fait est que 2016, c'est le moment où on se rend compte que la femme n'est pas seulement femme d'islamiste, femme de djihadiste ou sœur de djihadiste ou mère de djihadiste, elle peut être islamiste, djihadiste elle-même. Ouais, clairement, je suis dans la même observation que toi. Ceci dit, depuis 2016, on n'a pas eu d'enquête fouillée ou d'enquête sociologique sur le sujet, mis à part ton travail. Donc, on reste, j'ai l'impression, quand même dans ce déni. Mm. Mais du coup, est-ce que tu dirais qu'il y a, je passe sur un autre sujet pour avancer un peu, mais est-ce que tu dirais qu'il y a un angle féministe, évidemment dévoyé, mais dans le rôle de ces femmes, dans leur, comment dire, dans la manière dont elles investissent l'islamisme en fait, Euh, dans le sens où elles utilisent une idéologie qu'on dit patriarcale, qui l'est évidemment, mais en tout cas elles transforment les choses d'une autre manière. Hein, tu le montres bien dans le livre, mais elles utilisent une idéologie patriarcale pour obtenir un certain pouvoir et de l'autonomie Mm. au sein de cette idéologie qui pourtant les restreint. Du coup, est-ce que tu dirais que ouais, elles sont dans une espèce de pseudo-émancipation, en tout cas selon leur vision, au sein de cette idéologie? Alors, effectivement, il y a beaucoup de guillemets à mettre dans tous ces termes d'émancipation Bien sûr. et de féminisme, et bien sûr, tu l'as très bien fait. Mais alors, je parlerai pas non plus de féminisme, parce que ça, c'est effectivement quelque chose, et t'en es très conscient, qui est très utilisé par certaines mouvances qui parlent de prétendu féminisme islamique, comme si une quelconque religion avait déjà été l'ami des femmes, on va dire ça, et notamment dans ses visions les plus radicales. Mais là où effectivement il y a quelque chose qu'on a vraiment loupé dans ce phénomène-là, c'est que pendant très longtemps, moi la première, j'ai entendu elles sont complètement bêtes, elles y vont par soumission, elles ont été manipulées, elles sont amoureuses, enfin elles sont tombées amoureuses d'un chevalier djihadiste ou que sais-je, et en fait c'est là où on a, je pense, collectivement été quelque part misogyne, effectivement, enfin sexiste, c'est que on n'a pas compris qu'en réalité, comment est-ce qu'on appâte les femmes en leur promettant une place extrêmement importante dans une société dans laquelle elles peuvent avoir un rôle qui va au-delà. J'y reviendrai juste après, qui va au-delà du seul fait d'être mère, même si c'est un rôle primordial que l'idéologie islamiste leur demande, mais qui va un peu au-delà de ça, puisqu'on leur demande non seulement d'être, entre guillemets, le ventre de la nation. Je précise que c'est une expression complètement d'extrême droite, mais les deux idéologies se retrouvent beaucoup, notamment sur les femmes. Donc, je crois que c'est une expression de Goebbels. Donc voilà, c'est pas la mienne, mais je l'utilise de façon tout à fait consciente pour montrer justement les grandes similarités entre l'idéologie islamiste et l'idéologie d'extrême droite, notamment sur les femmes. Je referme la parenthèse.
les femmes, effectivement, c'est ça ce qu'on n'a pas compris, sont beaucoup allées et vont de façon générale vers des idéologies dont on pourrait considérer dont on peut considérer qu'elles les infériorisent, c'est ce que tu disais. Personne, enfin en tout cas pas nous, allons dire que l'islamisme est une idéologie qui promeut l'égalité des sexes, mais en revanche c'est une idéologie, c'est pareil pour l'extrême droite, j'en parlais juste avant, promeut non pas l'égalité des sexes, mais la complémentarité des sexes, qui est une expression très piégeuse et très dangereuse parce qu'elle fait croire à quelque chose qui en réalité est assez faux, puisque généralement dans ce type de société, il y a un sexe qui complète l'autre plutôt que l'inverse. Bon, c'est souvent la femme qui complète l'homme plutôt que l'inverse. Ce qui est intéressant encore une fois, c'est que ces femmes-là ont embrassé une idéologie qui leur ont promis, qui leur ont promis, je vais y arriver, excuse-moi, qui leur ont promis une forme d'émancipation et de puissance retrouvée, notamment en s'adressant à des femmes, mais c'est exactement ce que les islamistes ont fait avec les hommes, en leur promettant un rôle dans une société donc islamique, un rôle d'importance, les hommes un rôle de combattant, les femmes un rôle de mère et d'influenceuse aussi. Je mets ce terme entre guillemets, pardon pour le néologisme, mais c'est effectivement un c'est un peu le terme consacré aujourd'hui et c'est ce qui a été probablement l'un de leurs rôles les plus importants et toujours aujourd'hui. Mais c'est aussi celles qui vont transmettre l'idéologie à la Oumma, c'est-à-dire à leurs enfants en faisant soit des futurs combattants, soit des futures femmes modèles de vertu, etc. Tout ceci étant bien sûr prétendument sur le modèle du prophète au premier temps de l'islam. D'accord. Alors on sait quand on observe les religions depuis longtemps qu'on trouve, pas que, mais qu'on trouve quand même souvent parmi les convertis à l'islam et notamment à l'islamisme, et tu vas nous dire si c'est le cas également pour les femmes, mais on trouve des gens qui sont dans nos sociétés qui sont quand même assez libérales, où nous devons nous-mêmes trouver un sens pour nos vies et où nous devons, oui, nous instruire, nous nourrir intellectuellement pour trouver ce qui, dans cette vie, dans ce pays, va faire sens pour nous. On a des gens qui ne sont pas en capacité de gérer cette responsabilité très lourde en fait d'un être émancipé et libre. Et est-ce que tu penses pas que finalement, eh bien, cet islamisme, eh bien, vient donner un sens à des gens qui se sentent perdus au sein de nos sociétés libérales et qui ne trouvent pas de sens en fait dans Tout à cette fait. société? Alors, c'est au-delà même de l'islamisme, je pense que c'est très islamique comme phénomène. Et il y a effectivement, alors je le précise, c'est aussi pour ça que j'ai consacré la toute première partie de mon livre à l'islam, non pas en donnant une interprétation qui est la mienne, et par ailleurs je ne suis pas islamologue, j'ai pas cette prétention-là, mais en expliquant l'interprétation qui est celle des islamistes, en tout cas la doctrine majoritaire chez les radicaux, on va dire, que cela soit euh, que ceci soit fréristes, salafistes, djihadistes. Bon, il y a effectivement des différences. L'objectif étant le même, islamiser la société, mais avec des méthodes différentes. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ta question est très intéressante, pas seulement par rapport à l'islamisme, mais par rapport à ce qu'est l'islam au départ. Et l'islam, alors, est-ce que c'était la volonté du prophète? Je ne sais pas, peut-être, mais j'en doute. Mais l'islam a cette spécificité historique, là en l'occurrence, qui n'est pas seulement religieuse, mais qui a priori est historique. En tout cas, c'est quelque chose sur laquelle un certain nombre de gens, et notamment des historiens et des islamologues, sont d'accord, c'est que il y a une binarité dans l'islam qui est due aux deux périodes vécues par le prophète au départ, que sont la période mécoise et la période médinoise. Je vais pas rentrer trop dans le détail de ces deux périodes, mais pour résumer, la période mécoise, c'est, enfin bon, Mahomet naît à la Mecque, il vit à la Mecque, il a la révélation par l'ange Gabriel de l'existence d'Allah, de ce monothéisme et du fait que c'est lui le prophète qui doit aller transmettre cette bonne parole aux autres. La période mécoise est une période décrite, encore une fois, hein, tout ceci est plus de la doctrine islamique qu'autre chose, qui est plutôt décrite comme une période de tolérance, on va dire, de la part du prophète, qui est d'abord dans une forme de conquête des consciences. C'est-à-dire qu'il est là pour dire, bah, regardez, je vous propose quelque chose de bien,
Et ça peut passer, alors pardon pour ces anachronismes, il faut les mettre entre guillemets, mais ça passe par des discours de justice sociale, de même, et ça peut paraître un peu étonnant, mais de plus d'égalité entre les sexes, parce que la femme, alors, bon, les historiens ne s'entendent pas du tout là-dessus, mais la femme dans l'Arabie pré-islamique était apparemment rien du tout. Mahomet arrive et elle passe de 0 à 1/4. Voilà. C'est ce qui, bon voilà, ce qui pour l'époque était apparemment plutôt pas mal. Il propose, alors pas une abolition, mais un adoucissement de ce système d'esclavagisme. Bref, il est un peu de gauche avant l'heure, Mahomet, comme beaucoup de prophètes. Et encore une fois, ça n'est pas moi qui le dis, ça n'est pas historiquement prouvé. Mais la période mécoise est effectivement euh, synonyme de le prophète qui arrive, qui essaye d'appâter, entre guillemets, des pauvres gens face aux puissants mécois. C'est ça, en fait, la période mécoise. Et petit à petit, il gagne en influence. Il agrège un peu toutes ces personnes, des femmes, des impuissants, des pauvres, des esclaves, etc., etc., des curieux, des intellectuels, bon, peu importe. Il agrège ces gens-là. Les puissants mécois commencent à se dire, mince, en fait, il veut peut-être un peu notre pouvoir. Et qu'est-ce qui se passe? Il commence à persécuter les musulmans. En tout cas, le prophète et les premiers musulmans. Qu'est-ce qu'ils font? Ils partent à Médine. Et à Médine, là se passe ce qui va changer toute la face et de l'islam et de la région, et j'ai envie de dire même du monde. Mahomet s'adresse à Dieu, et Dieu aurait dit à Mahomet, enfin, Mahomet s'adresse à Dieu en lui disant, mais on est attaqué, on est persécuté, qu'est-ce qu'on fait? Et là, Allah lui dit, donc ce qui va changer la face de cette religion, lui dit, ok, t'as le droit d'aller défendre ma religion, tu as le droit d'aller tuer en mon nom. C'est ça, en fait, c'est le début du djihad, qui va s'appeler djihad bien après, mais c'est ça le début de la fin, j'ai envie de dire. Pourquoi est-ce que je parle de ça par rapport à ta question? Parce qu'il y a cette binarité dans l'islam qui est extrêmement pour moi fondamentale pour comprendre pourquoi il y a autant de gens qui sont rentrés dedans et qui sont rentrés dans sa vision la plus radicale. Parce que peu importe que tu sois en recherche, alors si je prends quelqu'un jeune, plus ou moins jeune, peu importe, mais quelqu'un qui, comme à peu près toute personne en Occident en 2024-2025, un peu perdu, un peu névrosé dans un questionnement existentiel, bon ça je pense que c'est très très de notre époque aussi, et si tu prends notamment les plus jeunes qui sont plus perméables à un certain nombre d'idées ou d'idéologies, bah en fait, que tu sois en recherche de plus de justice sociale, de plus de tolérance, de paix, d'amour, ou même que tu sois en recherche de violence, que tu aies un problème avec les gays, avec les femmes, avec les juifs, peu importe, eh bien en fait, la réponse est dans l'islam. Et c'est là que alors, encore une fois, est-ce que c'était l'idée de départ et l'objectif de départ du prophète? Je n'en sais rien. Est-ce que l'islam n'est qu'islamisme? Je ne pense pas. En tout cas, c'est ma conviction que non. Maintenant, les islamistes ont parfaitement compris que cette binarité qui est intrinsèque à l'islam ne peut que leur servir à appâter à peu près tout le monde qui se pose des questions existentielles parce que toutes les réponses sont dans cette religion. Et donc, c'est comme ça, et je conclurai là-dessus, que les islamistes font de l'islam et du Coran, pas que du Coran par ailleurs, des textes, un formidable instrument d'emprise sectaire. Effectivement, je te rejoins complètement. D'ailleurs, on voit souvent, pour compléter, ça n'a pas forcément complètement à voir avec ce que tu dis, mais on voit très souvent les mouvements religieux et notamment l'islam et l'islamisme également se jeter sur des comment dire sur des actions humanitaires, sur des Oui, actions tout à fait. sociales pour recruter exactement selon les termes que tu as évoqués. Effectivement. Tout à fait. Alors tu nous en as parlé déjà un petit peu en début d'entretien, donc tu remets en cause l'idée que les femmes sont naturellement plus douces ou plus modérées que les hommes. Tu as commencé à en parler, mais j'aimerais que tu approfondisses un petit peu sur ce domaine. Est-ce que tu pourrais nous expliquer précisément en France, peut-être en restant dans notre pays, sauf si tu as besoin effectivement de l'expliquer par autre chose au niveau de la religion, mais je veux dire, pourquoi en France on a cette croyance si répandue que les femmes sont finalement plus douces, plus modérées, et puis question un petit peu connexe, euh, comment est-ce qu'on repère finalement la radicalisation, la radicalité des femmes. Alors tu nous as parlé de femmes qui voulaient aller faire exploser des bonbonnes de gaz, donc là c'est clair. Mais je veux dire au quotidien, il y a peut-être des prémices avant tout cela, ou bien des femmes qui sont moins radicalisées, et on est moins attentif aux signes de radicalisation des femmes justement.
Alors, sur ta première question, pourquoi est-ce qu'on a cette croyance selon laquelle les femmes sont moins violentes? J'aurais un peu de mal à trancher moi-même parce qu'il y a cet éternel débat entre est-ce que c'est biologique ou est-ce que c'est sociétal. Pour ma part, je ne suis ni médecin ni sociologue, je suis juste une femme, donc j'ai déjà cette expérience-là. Mais et j'ai l'expérience aussi de comment est-ce qu'on me perçoit en tant que femme et comment moi je me perçois. Je saurais pas trancher si c'est biologique ou sociétal. Encore une fois, je pense que c'est un peu des deux. Ouais. Et effectivement, j'ai dû lire un certain nombre de recherches aussi pour ce livre là-dessus, parce que il y a par exemple un phénomène assez important, en l'occurrence dans la radicalisation des femmes, qui les diffère des hommes là-dessus, qui est que par exemple, effectivement, les hommes, depuis qu'ils sont petits garçons, ont apparemment plus une propension à marquer leur territoire de façon physique. Alors, est-ce que la société les encourage aussi à le faire? C'est tout à fait possible. Que les femmes, déjà petites filles, vont être plus dans la rigueur, dans la conscience, et notamment dans la conscience de bien faire. C'est ce fameux symptôme de bon élève. Donc, encore une fois, quelle est la part de biologie, quelle est la part de sociétal? Ça, je ne sais pas. Mais il y a effectivement quelque chose qui fait à un moment que chacun se développe avec une idée assez précise, innée ou non, de sa place dans la société. Moi, en revanche, pour en revenir au sujet des femmes radicalisées à l'islamisme, ce que je perçois, c'est que la seule raison pour laquelle un grand nombre de femmes n'ont pas pris l'épée, je parle des femmes djihadistes, parce qu'il y a d'autres mouvances, c'est parce qu'elles en étaient interdites. Mais si on les avait laissées, elles auraient pris l'épée avec grand plaisir. Donc, pour moi, ça n'est pas forcément que la femme est moins violente naturellement, je pense que c'est surtout parce qu'on ne lui en donne pas l'occasion. Juste pour revenir sur cet événement de 2016, cet événement de 2016 est très intéressant là-dessus parce que on a quatre femmes qui se sont montrées violentes physiquement. Elles ont donc essayé d'aller tuer des gens via une voiture piégée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a mis un branle-bas de combat incroyable dans l'organisation État islamique. Pourquoi? Parce que Daesh, idéologiquement, comme n'importe laquelle, pardon, organisation djihadiste, avait interdit aux femmes de combattre. C'est aux hommes de combattre, c'est aux hommes de combattre via l'épée, vous combattez avec votre verbe, votre utérus, etc. Pas avec l'épée. Et d'ailleurs, t'as un certain nombre de femmes qui sont arrivées à Raqqa qui étaient très déçues de ne pas porter de Kalachnikov comme leurs copains hommes, parce qu'elles étaient venues pour venir tuer de l'infidèle, quoi. Donc déjà, il y a ça. Mais typiquement, donc ces quatre femmes du commando féminin de 2016, Daesh s'est retrouvé un peu très gêné par cette situation parce que à la fois ça leur donnait l'occasion de revendiquer quand même encore leur puissance, regarder ce qu'on réussit à faire de loin en France, et en même temps ça les mettait un peu dans la mouise, pardon pour l'expression, idéologiquement, puisque en fait, ça remettait en question aussi quelque part leur puissance idéologique, puisque des femmes étaient venues contredire leur propre principe en tant qu'organisation. Ouais. Euh, donc ça, c'est pour la première question. La deuxième question, C'était en euh, fait, ouais. vas-y, pardon. Ouais, non, c'était juste sur la manière d'appréhender, de voir, de comprendre, de percevoir cette radicalisation chez les femmes. Chez les hommes, on commence un petit peu à Mm. avoir l'habitude et nous qui regardons ces sujets à voir rapidement quand quelqu'un est radicalisé. De toute façon, il amène une idéologie, une agressivité qui le font comprendre assez rapidement. Mais pour les femmes, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que finalement elles cachent un peu plus cette radicalisation? En gros, quels sont les éléments pour détecter ces femmes radicalisées en fait? Alors, il y a des différences, il y a des points communs. Moi, je considère qu'il y a plus de points communs entre les hommes et les femmes face au phénomène de radicalisation qu'il n'y a de différences. Euh, je pense, alors, pour le coup, sur comment est-ce qu'on perçoit quelqu'un qui est radicalisé. Euh, Déjà, alors, il y a un certain nombre de choses, parce que il y a à la fois, est-ce qu'il y a des différences entre l'homme et la femme sur comment est-ce qu'on détecte quelqu'un qui est radicalisé? Pour moi, pas tant que ça. En revanche, pourquoi est-ce que les femmes sont moins visibles? Là, en l'occurrence, il y a une différence. Je vais y revenir. Sur la première,
Le premier signe de radicalisation, moi en l'occurrence, quand j'ai commencé à interroger là-dessus, euh, avec mes préconçus, je m'étais dit bon bah je vais parler aux éducateurs parce que j'ai interrogé des éducateurs et puis bon bah ils vont me dire que toutes les femmes voilées ne sont bien sûr pas radicalisées, heureusement, mais quand même c'est un signe avant-coureur, il faut quand même qu'on surveille, etc. En fait, pas du tout. Euh, Il y a énormément de familles, et je pense que c'est légitime par ailleurs d'avoir cette inquiétude-là, qui vont appeler des éducateurs, qui vont appeler des personnes qui travaillent sur ces sujets en leur disant, mon Dieu, ma fille s'est voilée du jour au lendemain, est-ce qu'elle est en train de se radicaliser? Bon, c'est normal qu'il y ait une réaction face à ce signe qui est le plus visible. Je reviendrai après sur le voile. En réalité, ce qu'on m'a beaucoup dit, c'est que le vêtement, c'est quelque chose. En réalité, le véritable signe de la radicalisation, c'est le comportement. Et c'est à quel point ce comportement est dans une démarche séparatiste. C'est-à-dire, si ce comportement consiste à voir le monde en deux types de populations séparées, dans Hmm. l'islamisme, c'est les mécréants d'un côté et les fidèles de l'autre, on est clairement dans une radicalisation. Euh, J'aimerais juste préciser quelque chose en termes de chiffres, parce que moi-même j'étais très surprise en les voyant. C'est à peu près chaque année, je pense qu'il y en a encore qui sont sortis là en janvier. Très souvent, c'est Charlie Hebdo ou la LICRA ou d'autres associations enfin de ce type qui commandent ce sondage à l'IFOP ou à Ipsos sur le rapport des jeunes et notamment des lycéens ou des collégiens à la laïcité. Et le premier réflexe qu'on a, qui est pas illégitime, mais le premier réflexe qu'on a, c'est d'aller regarder la communauté religieuse à laquelle s'identifient les jeunes qui répondent. Et effectivement, bon, ça on le sait, les chiffres se dégradent de plus en plus, notamment chez les lycéens, chez les jeunes qui s'identifient à la religion musulmane. Mais le chiffre qu'on n'a pas regardé, c'est le sexe. Et en fait, ça, enfin moi-même, j'ai été assez surprise en allant regarder. Au départ, j'étais allée regarder un peu par curiosité, et en fait, les chiffres chez les filles les signes de défiance des jeunes filles, des lycéennes envers la laïcité sont encore beaucoup plus élevés chez elles que chez les garçons. Et juste là-dessus, et donc ça c'est une différence entre les filles et les garçons, c'est pourquoi les jeunes filles sont plus séparatistes que les garçons. Ben parce qu'en fait c'est le rôle qui leur est assigné en tant que femme, c'est ce que je disais au début. En fait, c'est un fait universel. La femme, elle est curseur de la décadence ou non de la société. C'est quelque chose qu'on a beaucoup vu, par exemple, dans l'entre-deux-guerres, la libération des femmes qui se coupaient les cheveux, qui fumaient des cigarettes, qui portaient des pantalons. L'extrême droite arrivée au pouvoir a tout de suite dit c'est la faute des femmes si on a perdu, si on s'est retrouvé dans cette situation, etc. Parce que société décadente, parce que comportement de la femme décadent. C'est-à-dire que plus la femme est vertueuse, plus la société l'est, plus la femme pêche et plus la société pêche aussi. Et donc on fait de la femme une combattante idéologique encore beaucoup plus que l'homme. Et ce qui fait que la femme est non seulement surveillée, mais elle est aussi surveillante. Donc le signe pour moi de radicalisation chez les hommes, mais peut-être encore plus chez les femmes, c'est comment est-ce qu'on se sépare de l'autre et comment est-ce qu'on montre que on est au-dessus de ces gens dont on se sépare. Nous sommes le bien, ils sont le mal. Donc on est toujours de toute façon sur une vision très manichéenne de la société. Et j'en viens à mon second point, qui est pourquoi est-ce que les femmes sont moins visibles dans leur radicalisation que les hommes. Et pareil, on pourrait se dire, bah non, il y a le voile, on pourrait quand même considérer qu'elles sont au contraire plus visibles. Il y a autre chose, c'est que moi, j'ai fait la distinction dans mon livre entre l'homme et la femme qui ne se radicalisent pas au même endroit historiquement. Alors aujourd'hui, en 2025, tout le monde se radicalise d'abord via les réseaux sociaux, ça c'est sûr et certain. Il y a même une grande mixité des sexes sur les réseaux sociaux, dans les groupes de discussion islamistes, enfin d'obédience islamiste. Pour le coup, les hommes et les femmes ont tendance même à un peu parler ensemble, même s'il y a des groupes en non-mixité. Mais au-delà de ces réseaux sociaux, il y a les lieux de la radicalisation enfin les lieux physiques de la radicalisation qui sont assez différents, puisque historiquement, alors c'est moins le cas depuis la loi séparatisme parce que les lieux sont plus surveillés qu'avant,
C'est peut-être la vertu de cette loi. Les hommes, historiquement, se sont très longtemps, par exemple, radicalisés à la mosquée, dans les quartiers, en pleine rue. Il y avait des prédicateurs qui se baladaient dans la rue et qui parlaient très librement dans des endroits, dans des lieux publics. Or, qu'est-ce que ça a comme impact en termes de différence dans la radicalisation entre les sexes? C'est que les hommes, eux, ont historiquement toujours eu accès à ces espaces publics. Les femmes, elles, ont été historiquement, et c'est le cas notamment dans les quartiers, parce qu'en France, globalement, ça a quand même changé depuis pas mal de temps, mais il y a encore des endroits, notamment dans les quartiers, où les femmes sont très cantonnées à l'espace privé. C'est-à-dire que privées d'accès à ces espaces publics, elles ne se radicalisent que très peu, elles ne se sont radicalisées que très peu dans les restaurants, dans les cafés, dans la rue, à la mosquée. Même si elles y vont de temps en temps, mais c'est pas du tout l'endroit où elles vont le plus. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles se retrouvent dans des appartements. Et moi, j'ai appelé ça la radicalisation de salon, parce que c'est un phénomène d'ailleurs qu'on voit dans d'autres pays. C'est un peu le Euh, phénomène, pardonne-moi, d'émancipation tupperware de l'époque. Tout à fait, c'est Tupperware de exactement ça. l'islamisme, ouais. C'est exactement ça, c'est des réunions de faire de l'islamisme, c'est tout à fait ça. Et en Hmm. fait, c'est toujours un peu selon le même schéma, c'est-à-dire que les femmes se retrouvent, il y a toujours ce que moi j'appelle une grande sœur, parce qu'on a parlé des grands frères, moi je parle des grandes sœurs. Et la grande sœur, elle peut être plus âgée ou pas, mais elle est surtout plus religieuse. Elle est plus voilée, elle est plus rigoriste, et par conséquent, plus elle est rigoriste, plus elle est considérée comme détentrice de la vérité. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a très souvent les enfants autour qui écoutent, et on transmet à tout ce beau monde la bonne parole. Et bien sûr, je le précise, le fait que tout ceci se passe dans le privé a rendu ces femmes, la radicalisation de ces femmes, beaucoup moins visible, beaucoup moins identifiable par les autorités. D'accord. Alors je voulais revenir sur cette notion des ventres, en fait, le djihad par les ventres, parce que c'est une notion en fait qui pourrait faire paniquer pas mal de gens aujourd'hui quand on voit les chiffres de la démographie française. Euh, et du coup, on se dit, est-ce que on l'a vu aussi, même si forcément c'est pas forcément un auteur que tu vas valider, mais on l'a vu chez Houellebecq dans Soumission. Il nous parle aussi de ce Je, djihad des je- ventres. J'aime bien Welbeck. D'accord. Moi, je savais pas. Je voulais pas Non, non, j'aime bien Welbeck. je voulais pas t'y associer de force. Non, Mais, non. mais en tout cas, dans Soumission, il nous parle de cette tension démographique et du fait que finalement, les islamistes ont bien compris, il y a un combat démographique et nous n'avons pas compris, nous, cela. Alors, pas forcément face à l'islamisme, mais face euh, au renouvellement de nos générations, face aux autres Mm. civilisations, etc. Donc, nous-mêmes, en fait, là où je veux en venir, c'est que nous-mêmes, on a des problématiques à ce niveau et on n'a pas totalement intégré qu'on avait quelque chose à faire à ce niveau sans ramener les femmes chez elles et les réduire à la maternité. Mais voilà, il y a quelque chose quand même à faire à ce niveau. En tout cas, si on veut en tant que civilisation survivre. Les islamistes, eux, ont bien compris que c'était un levier important, en fait, la démographie. Ma question est, est-ce qu'on a raison de trembler? Ou est-ce que finalement, eh bien, même si c'est dans l'idéologie, au niveau des chiffres, ou au niveau idéologique, finalement, ça suit pas beaucoup, et la démographie des islamistes, en fait, n'a pas à nous inquiéter plus que ça. Alors, je sais pas si la démographie des islamistes a à nous inquiéter. Je pense, alors effectivement, il y a un gros problème de natalité en France. Bon, je fais une petite parenthèse. Ce qui a tendance à un peu m'agacer dans ce débat, c'est qu'on demande assez peu leur avis aux principales intéressées que sont les femmes. Ce qui, je pense, c'est pas seulement, c'est nous qui savons, donc c'est nous qui décidons. C'est pas seulement ça, c'est pas du tout pour être sectaire, mais c'est parce que ça soulève un grand nombre de problématiques qui pourrait aider à expliquer pourquoi un grand nombre de femmes, alors, c'est pas forcément qu'elles refusent d'avoir des enfants, mais en tout cas se posent un peu plus de questions qu'avant. Parce que la vie a quand même un peu changé depuis les Trente Glorieuses et que c'est un peu plus compliqué qu'avant de fonder la famille qu'on veut et en nombre qu'on veut. Bon, je referme la parenthèse. Effectivement, je pense que, alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Je ne sais pas. Je crois que, enfin, est-ce qu'on doit s'inquiéter de cette démographie qui arrive de la part des islamistes? Je ne sais pas. Je pense que ce qui devrait nous inquiéter, c'est qu'ils ont compris quelque chose qu'on a un peu oublié, qui est propre à toute nation, je dirais, qui se considère en tout cas en tant que telle, c'est la recherche d'un commun qui nous unit et qui explique pourquoi est-ce qu'on devrait
alors, moi je suis pas complètement tranchée là-dessus, mais qui explique pourquoi est-ce qu'on devrait entre guillemets se battre pour cette nation et surtout se battre pour la protéger en Mm. tant que civilisation, enfin, peu importe le terme qu'on utilise. Je reviens sur les islamistes. Les islamistes savent parfaitement manipuler des notions coraniques que sont la notion, enfin d'ailleurs il y en a une qui n'est pas coranique, la notion de Ummah et la notion de moi, pendant très longtemps, j'ai cru, parce que aussi je parle très mal arabe, j'ai cru que ces deux mots avaient un lien. Alors pour rappel, c'est la mer et la Oumma, c'est la communauté des hommes ou la communauté des musulmans, si l'on prend le sens coranique du terme. Pourquoi est-ce que ça a beaucoup son importance chez les islamistes? Et je reviendrai ensuite sur l'Occident. Pourquoi ça a beaucoup d'importance? En réalité, il n'y a pas de lien entre les deux, mais les islamistes font comme s'il y avait un lien entre les deux, surtout pour les occidentaux qui ne parlent pas arabe et qui se disent que et Oumma, bon, bah, ça se ressemble, c'est la même chose. Pour un islamiste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la donc la mer, est à l'origine de la conquête de la reproduction, et de la protection de cette civilisation, de cette nation qu'est la Oumma. Euh, les islamistes sont assez forts là-dessus et je le disais, c'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont appâté un certain nombre de femmes en leur faisant croire qu'elles auraient un rôle fondamental dans cette propagation, dans cette protection de la Oumma. Et pourquoi? Parce que, eh bien, l'islamisme, et j'ai envie de dire même l'islam au départ, et toutes les religions l'ont été à un moment, mais l'islam, en l'occurrence au départ, avec Médine, notamment, comme je le disais juste avant, est conquérant. Il est conquérant dans sa vision la plus radicale qu'on connaît aujourd'hui de nos jours, c'est-à-dire l'islamisme, et a fortiori la mouvance djihadiste. Et il a très bien compris que, eh bien, pour conquérir, il faut des enfants qui, à un moment, deviendront des combattants. Et ils sont allés, je parle en l'occurrence de Daesh, on l'a vu, ils sont allés jusqu'à entraîner des petits garçons de 7-8 ans. Aujourd'hui, on a des enfants qui sont revenus en France dont on sait qu'ils ont déjà tué, Mm. alors même qu'ils avaient 6, 7, 8 ans. Bon, donc je ne dis bien sûr pas qu'il faudrait faire pareil en France, mais on est quand même face à un phénomène qui est d'une violence absolue et qui effectivement a porté à son apogée la notion même de conquête par la démographie. Donc nous, en tant qu'Occidentaux, où est-ce qu'on en est? Moi, en l'occurrence, je ne suis pas pour qu'on soit dans une telle violence, ni qu'on force qui que ce soit à avoir des enfants. En revanche, je crois que pour redonner envie, et que ce soit à des femmes, à des hommes, de faire des enfants, je parle bien, bon, il y a le modèle social bien sûr, mais ce modèle social fait partie d'un socle qui est un socle dont on pourrait dire qu'il est national. Ça veut dire quoi faire nation? Ça veut dire s'accorder collectivement sur ce que nous sommes. Et moi, je trouve que nous ne savons absolument plus ce que nous sommes. Il y a plus tout à fait de commun. Alors, moi, je ne soutiens pas tout ce truc de libanisation de la France. Moi, je suis très très confiante sur la France. Peut-être que je le suis un peu trop, mais je trouve qu'on est quand même très solide culturellement. On a quand même une histoire qui dépasse l'entendement. On a une culture qui dépasse l'entendement. Je pense qu'il en faudra beaucoup pour nous faire fléchir. Je pense qu'on a eu un certain nombre d'événements plutôt tragiques sur les dernières décennies, notamment islamistes. Euh, je trouve qu'on n'a pas tant fléchi que ça. Maintenant, effectivement, je trouve qu'on est un peu perdu sur qui nous sommes. Et j'ai envie de dire, ça fait un peu plus d'un an, depuis le 7 octobre 2023, que je trouve ça se voit beaucoup. Ça se voyait déjà beaucoup avant, mais je trouve que ça fait 1 an et demi qu'on voit qu'on est capable aussi, on l'a été déjà avant, mais en fait, il y a encore beaucoup de choses très refoulées en nous, d'un côté comme de l'autre, qui ont besoin de sortir et qui font qu'à la fin de la journée, on n'est plus tout à fait capable de se parler entre nous. Donc, je ne vais pas revenir sur le Liban et sur toutes ces choses, mais je pense que ces choses-là, euh, ces choses-là sont autant de brèches, ces séparations sont autant de brèches dans lesquelles des gens comme les islamistes cherchent à s'imbriquer. Parce que eux, en l'occurrence, en tout cas, donnent l'impression de faire front uni, alors même que nous, non. Tout à fait. Alors, on va changer totalement de sujet, même si tout est lié. Là, je voulais qu'on parle un petit peu
de méthodologie en fait, parce que je trouve que c'est intéressant de savoir eh bien comment tu as été chercher les informations pour ce livre, alors sans aller dans le voilà, les gens liront le livre hein, clairement pour avoir les détails, mais que tu nous expliques dans les grandes lignes eh bien quelle a été ta méthodologie, pourquoi tu as utilisé cette méthodologie. Qu'est-ce qui peut-être t'a surprise? Qu'est-ce qui peut-être t'a voilà? Qu'est-ce qui a présidé à tes choix au niveau méthodologique? Je pense que c'est intéressant de parler de ça aussi. Alors, comme je le disais au départ, je pensais faire un essai Hum, en un an pour dénoncer un phénomène. Et en fait, donc, je me suis fait une liste bibliographique, je me suis noté un certain nombre de personnes à interviewer, et en fait, je me suis rendu compte très très rapidement déjà que, enfin, en termes de bibliographie, j'avais pas beaucoup de choses. J'avais un certain nombre de thèses, j'avais des mémoires, j'avais quand même quelques livres, très rarement français. Ça c'est intéressant, c'est qu'on est quand même en Occident le pays, alors après les États-Unis et le 11 septembre, à avoir le plus de morts hum, en raison de l'islamisme. Et pourtant, on n'est pas ceux qui avons le plus produit sur le sujet, encore moins sur les femmes. Et je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas grand-chose. Et je me rends compte que à chaque fois que j'ouvre une porte avec un interlocuteur, avec un livre, avec un article de presse, ben en fait, il y en a trois autres qui s'ouvrent et chaque source vient conforter la précédente. Et par exemple, ce que je voyais sur les réseaux sociaux, j'y reviendrai, venait conforter ce qu'un psychologue m'avait dit, qui lui-même venait conforter ce qu'un juge m'avait dit, qui lui-même avait conforté ce que j'avais pu lire dans la presse internationale ou que sais-je. Bon, et hum. en fait, j'ai fini par associer, j'en parlais juste avant, à cette bibliographie et à ces entretiens. J'ai voulu interroger ces femmes elles-mêmes. Sauf que là, je me prends un peu un mur parce que j'interroge sur le sujet un juge d'instruction. Dont j'ai tué le nom pour des raisons un peu évidentes, qui en fait me dit vous n'aurez jamais l'autorisation d'aller rencontrer les revenantes, déjà parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le secret de l'instruction et que moi alors certes je suis avocate mais je ne suis pas leur avocate donc je n'ai pas le droit d'aller leur parler comme ça. Et puis je suis pas complètement journaliste et même les journalistes, les chercheurs, les psys, etc. Ils ont arrêté parce qu'ils se sont rendus compte, enfin les juges ont arrêté de leur donner des permissions d'aller parler aux femmes parce qu'ils se sont rendus compte que ces femmes se servaient de ces interviews pour polisser le plus possible leur discours et pour pouvoir tenir des réponses les plus lissées, entre guillemets, possibles face aux juges d'instruction qui allaient les interroger là de façon très officielle Ouais, pour verser ça dans un vrai dossier de procédure en ouais, amont de leur futur jugement. Donc, ils ont complètement arrêté les permissions d'entrer dans le pénitentiaire et je me suis retrouvée un peu, bah mince, je suis en train d'essayer de faire une enquête, il faudrait quand même que j'aille parler à ces filles et puis bah, on me dit que je pourrais pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me crée un pseudo, je me crée des comptes sur les réseaux sociaux, des faux comptes, principalement sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Et c'est très principalement à partir de Facebook que je vais m'inscrire rapidement sur des groupes fréristes, salafistes, djihadistes un peu moins parce que c'est quand même devenu très confidentiel, parce qu'ils savent qu'ils sont quand même très surveillés. Mais j'intègre beaucoup de groupes de femmes et en fait il suffit de dire bonjour les sœurs, enfin salam alaikum les sœurs, j'aimerais bien vous parler un petit peu plus en détail, enfin me faire des amis, rencontrer des copines et tout de suite j'exagère pas, en une minute il y a quelqu'un qui envoie un lien Telegram, Signal, WhatsApp, et donc là, on peut continuer la discussion de façon un peu plus privée sur des groupes qui là sont plus confidentiels. Et et donc juste aussi précision, comme je me crée de nouveaux comptes avec des nouvelles adresses mail, etc. J'arrivais sur Facebook par exemple avec un algorithme vierge de tout. Et ça, c'est intéressant, c'est que dans la barre de recherche, je n'ai fait que taper des notions qui ne sont pas forcément islamistes, mais islamiques, ou même femmes musulmanes, basta. Et immédiatement, ce qui sortait comme résultat, c'était des groupes dans lesquels, quand j'y allais, parce que c'est des groupes qui pour la plupart sont publics, ou alors ils sont privés, mais il faut répondre à trois questions, es-tu musulmane? Et on est tout de suite intégré. Euh, je me suis rendu compte que, en fait, l'islam modéré
ou libéral, Moutazilite, ou bon, peu importe lequel, moi j'en ai pratiquement pas vu. C'est-à-dire qu'il y a une forme de soft power qui manque beaucoup parce que tout ce que j'ai vu pratiquement, je vais dire à 85%, c'était de l'islamisme. C'est du frérisme, c'est du salafisme, c'est du djihadisme un peu moins, encore une fois, parce que c'est plus confidentiel. Donc ça va pas trop être sur Facebook, ça va beaucoup être sur Telegram, Signal, etc. Mais mais en fait, quelqu'un qui ne connaît rien à l'islam, qui veut juste s'intéresser à l'islam, potentiellement qui veut se convertir ou que sais-je, qui est à la recherche de quelque chose, mais pas forcément qui est mal intentionné, va presque immédiatement, enfin presque majoritairement tomber sur du contenu islamiste. Donc vraiment sur une vision radicale de l'islam. Donc moi ça, Alors, si, je... si je peux juste te mettre une petite parenthèse, pardonne-moi, Louise, c'est juste pour dire que effectivement, les algorithmes aussi, au-delà du fait qu'effectivement peut-être y a-t-il un lobbying ou un soft power islamiste qui est beaucoup plus présent sur les réseaux, il y a aussi les algorithmes qui ont leur rôle à jouer et qui font que, eh bien, c'est souvent le contenu le plus engageant qui est le plus mis Tout en à valeur fait. tout de suite. Ouais. Et je propose à ceux qui nous regardent ou nous écoutent, eh bien, d'aller lire Nexus de Yuval Noah Harari pour comprendre ce phénomène et comprendre le fait que c'est pas forcément c'est une pédagogie de la recherche en fait, que ce soit sur Internet ou sur les réseaux sociaux, c'est de se rendre compte que quand on recherche quelque chose, c'est pas forcément les premiers liens ou les premières réponses qui sont les plus pertinentes. Voilà, je Ouais. voulais juste dire ça. Non, non, mais c'est très important parce qu'effectivement, j'ai lu un certain nombre de fois, oui, c'est la faute des réseaux sociaux. Hmm. Je suis pas fanatique de Elon Musk, Facebook, etc. Certes, mais à un moment, l'algorithme, il fait ce qu'on lui dit de faire. C'est-à-dire que quand on parle d'intelligence artificielle, alors moi, je suis pas connaisseuse ni experte là-dessus, mais je sais que mon algorithme, il est aussi, mon algorithme à moi, Louise Aliafi, il est bien sûr fabriqué aussi à partir, effectivement, de choses que certaines personnes aimeraient que j'achète ou pense ou que sais-je, mais à un moment, il faut pas être complotiste jusqu'au bout, et il faut quand même admettre que c'est aussi ce qu'on en fait. Donc, c'est pour ça que je disais, il y a un soft power manquant, c'est que, est-ce qu'il y a un soft power islamiste? Oui, mais c'est aussi peut-être à nous, enfin à nous, pas forcément toi et moi spécifiquement, mais c'est à des personnes qui considèrent qu'il faudrait plus d'islam modéré sur les réseaux sociaux, d'aller aussi faire le travail. Et d'ailleurs, je dis islam modéré, mais plus de république, plus de, fin, de beaux principes, on va dire, enfin de choses un peu moins radicales, on va dire. Donc c'est aussi effectivement à nous de faire ce travail-là. D'accord. Je voulais passer sur une question tarte à la crème, mais pour ceux qui n'auraient pas vu les anciens échanges entre toi et moi et qui te découvrent là dans cette vidéo, cette question tarte à la crème, c'est cette fameuse question qui dit que bah, par ce livre, La femme est une islamiste comme les autres, aux éditions du CERF. Est-ce que tu fais pas ce que beaucoup de gens de gauche aujourd'hui reprochent? Est-ce que tu fais pas le jeu de l'extrême droite? Est-ce que tu fais pas de l'islamophobie? Est-ce que tu es pas en train de stigmatiser une communauté qui, elle, est bien sous tout rapport? Alors, c'est une question tarte à la crème, mais elle est pas si simple que ça. C'est C'est vrai. comment est-ce que je prouve que je ne suis pas une horrible fasciste? Non, Voilà. non, mais alors je l'admets que j'ai un peu cherché les ennuis puisque rien que le titre de mon livre fait croire que j'ai écrit 300 pages, un peu plus sur, enfin uniquement pour taper et sur les femmes et sur les musulmans. Donc bon, j'ai effectivement un peu cherché les ennuis. Moi, en l'occurrence, alors pourquoi, enfin, est-ce que je fais le jeu de l'extrême droite? Moi, je trouve que c'est beaucoup la gauche qui fait le jeu de l'extrême droite depuis très longtemps, mais on va pas forcément revenir sur ce débat. Non, en revanche, ce livre, je l'ai écrit je l'admets bien volontiers, même si je pense pas être quelqu'un de profondément politisé. Je crois plus en grand-chose politiquement parlant, mais en revanche, je crois encore aux principes. Et c'est compliqué pour moi, et peut-être que tu as quelques souvenirs de mon premier livre, mais l'écriture de ce deuxième livre est un peu différente du premier, puisque j'ai essayé de faire quelque chose de très objectif. C'est-à-dire que vraiment, par exemple, j'ai interrogé absolument tout le monde. Par exemple, en termes de chercheurs, on le sait notamment sur le sujet qu'il y a des chercheurs qui sont idéologisés, on va dire, certains plus à droite, certains plus à gauche, et qui vont parfois en sortir des résultats un peu différents. Alors moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que justement,
à force d'interroger des gens dont je pensais qu'ils pensaient très différemment, je me suis rendu compte qu'à la fin, ils étaient plutôt d'accord sur beaucoup de choses. Et ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est un sujet sur lequel tout le monde devrait s'accorder pour faire aussi un peu tarte à la crème. Mais malheureusement, je trouve que c'est aussi ce qui nuit au combat contre l'islamisme, c'est qu'il est très maltraité par des gens qui ne veulent pas parler entre eux. Et à la fin, on se retrouve avec des politiques publiques qui sont, je vais pas dire inexistantes, mais qui sont en tout cas très peu efficaces, puisque moi, sur les réseaux sociaux, j'ai vu un grand nombre de choses dont j'étais même choquée qu'elles aient pas été déjà sanctionnées. Bon, et ça fait quand même longtemps que le phénomène est en France, donc il y a un moment, on va peut-être falloir se réveiller. Est-ce que je fais le jeu de, enfin, est-ce que je fais le jeu de l'extrême droite? Bon, ma réponse naturellement, c'est non. Euh, mais peut-être que certains diront, bah si, parce que c'est un sujet de l'extrême droite. J'aurais envie de leur dire, bah, ce que je disais un peu avant, si vous en avez marre que ce soit un sujet d'extrême droite, n'hésitez pas à vous emparer du sujet vous-même. Ça fera du bien à tout le monde, parce qu'effectivement, moi-même, pour la promotion de ce livre, je me suis rendu compte de façon assez, enfin, je me suis rendu compte sans grande surprise, et je suis sûre que ça ne va pas te surprendre non plus, Cyril. J'ai été invitée par un certain nombre de médias, on va dire centristes droite, centristes gauche, mais Charlie, l'Express, Le Point, Le Figaro. Voilà, j'ai eu des interviews comme ça, mais j'ai aussi eu beaucoup d'invitations dans des médias, on va dire droite dure, extrême droite, peu importe comment est-ce qu'on qualifie ça, qui effectivement sont moins mes idées. J'ai accepté à une ou deux reprises, pas parce que c'est mes idées, mais parce que moi je suis pour parler à tout le monde. Et pourquoi est-ce que j'ai pas accepté de leur parler à tous? Parce que je trouvais ça trop déséquilibré par rapport à l'absence d'intérêt qu'il y a eu de la part des médias de gauche pour mon livre. J'en ai eu très très peu. C'est-à-dire il y a deux personnes à gauche qui m'ont invité à des événements, enfin à parler de mon livre à des événements. C'est Laurence Rossignol et Carole Delga, qui donc font partie d'un PS. J'ai envie de dire qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, mais bon voilà, qui sont en tout cas d'une gauche, je crois encore à peu près républicaine et laïque, et mais c'est tout. C'est-à-dire que ça n'est pas allé plus loin. Personne ne m'a invité à gauche et je n'attendais pas d'avoir tout le monde enfin, à m'envoyer des mails et des messages, mon Dieu, on va absolument vous interviewer, mais ne serait-ce qu'un début d'intérêt pour une enquête que j'ai voulu objective et qui, enfin, j'ai pas la prétention d'avoir fait le livre de l'année, mais j'ai la prétention de l'avoir travaillé de façon très objective. J'ai même beaucoup travaillé mon écriture pour qu'elle-même soit assez objective. J'ai fait même en sorte de faire de ces femmes pas des victimes, mais pas des monstres non plus. Aussi parce que je considère qu'il y a beaucoup de ces femmes qui se radicalisent pour des problématiques dont on pourrait dire qu'elles sont de gauche, mais qui n'ont pas été prises justement très au sérieux par la gauche, ou en tout cas qui n'ont pas été prises en compte par la gauche. Et bon voilà, je sais pas si je réponds bien à la question, je sais pas comment répondre à cette question. Et puis j'aime pas forcément trop me justifier, mais je voulais un peu revenir sur cette promotion où j'ai vraiment vu, même si je le savais déjà, où j'ai vraiment vu l'indifférence la plus totale pour ce sujet de la part de la gauche. Et que donc, cantonner ce sujet à l'extrême droite, c'est bien facile quand on ne s'y intéresse pas du tout. Voilà. Mais effectivement, moi je trouve que tu y réponds très bien et je voulais peut-être voilà synthétiser, tu me diras si je me trompe et puis aller dans ton sens parce que je suis d'accord avec les raisons que tu donnes, c'est que bah, très souvent, la gauche abandonne des sujets à la droite dure ou à l'extrême droite. La laïcité, c'est plus un sujet de gauche, c'est un sujet d'extrême droite. L'émancipation des femmes, on a l'impression que c'est un peu la même chose. Et là où je veux en venir, c'est qu'effectivement, la gauche abandonne systématiquement. Enfin, quand je vois, je vais sur des sites d'extrême droite, ces gens se réclament de Voltaire. Enfin, historiquement, c'est la gauche qui se réclame de Voltaire. Tout à Donc, ce que fait. je veux dire, c'est que la gauche abandonne petit à petit toutes ses valeurs à d'autres. Elle abandonne également, elle désinvestit des sujets qui sont centraux pour la société, l'immigration, le développement de l'islamisme, le faire société tous ensemble, derrière quelles valeurs, etc. Tout ça, en fait, elle l'abandonne à la droite dure et à l'extrême droite, et ensuite elle se plaint, en fait, que les gens se dirigent vers cette droite et cette extrême droite, mais c'est simplement qu'ils parlent à leur manière, on est d'accord, avec leur biais de droite dure ou d'extrême droite, on est d'accord, mais ils parlent de sujets qui Mais au intéressent moins, les ils en gens. parlent.
Au Du moins, ils moins, en ils en parlent. parlent. C'est ça Et là, et oui. là où je voulais conclure, c'est qu'on voit des pays comme le Danemark, où la gauche ne désinvestit pas ces sujets et où elle s'intéresse fortement à ces sujets. Eh bien, étonnamment, l'extrême droite est inexistante chez eux. Je veux dire, c'est résiduel. Là, on peut dire, pour le coup, pour paraphraser Mélenchon sur un autre sujet, l'extrême droite est résiduelle au Danemark parce qu'on a une gauche forte qui n'est pas dans le déni comme en France. Donc, pour Tout venir à à ton fait. secours dans cette question, même si tu en as pas besoin, mais j'ai vu que tu n'aimes pas te justifier, c'est simplement que quand la gauche fait son travail et qu'elle n'est pas dans le déni, eh bien l'extrême droite s'effondre. Donc tu es une personne de gauche, tu es une intellectuelle. Moi, je pense que tu es une intellectuelle de gauche, et je pense que tu fais ton travail contre l'extrême droite quand tu fais ce genre de livre, au contraire de faire le jeu de l'extrême droite. Voilà. Merci. Euh, donc voilà, je voulais aussi, je voulais passer rapidement en fin d'interview, parce qu'on va arriver à la fin. On a déjà fait une longue interview, mais c'est récurrent entre nous deux, hein, dès qu'on discute, ça dure très longtemps, Tout à fait. parce que tu es très intéressante. Mais je voulais dire du coup, bah, pour passer un petit peu aux résolutions, est-ce que tu as entreaperçu des choses qu'il faudrait qu'on fasse en tant que société ou en tant que quantité nationale et politique pour eh bien résoudre les problèmes et les problématiques que tu mets en lumière dans ce livre? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est un petit peu ce que je disais avant dans ce phénomène de radicalisation. Moi, ce que j'ai beaucoup vu, ce que j'ai beaucoup vu en amont de la radicalisation de ces femmes, et là en l'occurrence je pense que c'est un grand point commun avec les hommes, c'est un certain nombre de vulnérabilités dont on pourrait considérer qu'elles sont au départ des problématiques de gauche, mais j'ai envie de dire de gauche peu importe, mais qui devraient être des problématiques traitées par une vraie république, avec des vrais principes républicains. Ouais. Je précise quand même ici que je ne fais pas du Olivier Roy. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire que oui, un tel s'est radicalisé et est allé assassiner des juifs ou des gens à un concert ou des journalistes parce qu'il a été victime d'un État islamophobe, parce qu'il a été marginalisé. Bon, je ne fais ni du Olivier Roy, ni du Edoui Plenel, ni du Virginie Despentes, c'est pas ce que je dis. En l'occurrence, on se radicalise et éventuellement on tue des gens en raison de cette radicalité parce qu'il y a une idéologie. C'est elle le facteur principal. Ensuite, il y a des sous-facteurs, notamment de vulnérabilité, qui peuvent venir expliquer, qui ne justifient rien, mais qui peuvent venir expliquer, et je pense qu'il faut les expliquer. Moi, je suis très en désaccord avec cette phrase de, je crois que c'est 2015-2016, alors qui s'entend dans le contexte de l'époque, mais de Manuel Valls qui disait expliquer le djihadisme, ça revient à l'excuser. Bon, Ouais. en 2015-2016, pourquoi pas. En 2025, il y a un moment, il faut, voilà, ça fait 10 ans. Il y a un moment, si, il faut expliquer un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire justifier, ça ne veut pas dire excuser, mais il faut expliquer notamment les parcours de certaines de ces personnes. C'est pas toujours, c'est même assez rarement les mêmes parcours, mais il y a quand même des choses qui se retrouvent. Et en l'occurrence, on a quand même des gens, j'aimerais juste m'arrêter 2 minutes là-dessus, on a quand même des gens qui ont considéré un moment, pour beaucoup en tout cas, encore une fois, il y a des profils très différents, mais il y a un certain nombre de jeunes garçons comme filles qui se sont dit à un moment qu'ils allaient être plus inclus à Raqqa par l'organisation État islamique que dans la République française. Et c'est des jeunes qui sont nés en France et qui ont grandi en France. Donc, loin de moi l'idée de dire c'est la faute de l'État français. En revanche, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on a loupé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, un phénomène qu'on a loupé. Il y a eu une indifférence à un moment face à cette marginalisation vécue par ces gens. Et c'est la question que je pose dans mon livre, et j'ai pas tout à fait la réponse, je l'admets volontiers. Je l'ai écrit d'ailleurs comme ça. Est-ce que ces personnes se sont radicalisées parce qu'elles étaient discriminées, ou est-ce que la discrimination n'est qu'un élément de propagande de l'État islamique? Enfin, pour ne citer que lui, moi je pense que c'est un peu un mix entre les deux. Alors, sachant que il y a des jeunes filles plus minoritaires, mais de Versailles qui se sont radicalisées aussi. Donc attention à ça. Il y a plein de pauvres qui se radicalisent pas, il y a plein de gens victimes de racisme qui ne se radicalisent pas, il y a plein de femmes, parce que bah, c'est beaucoup de femmes euh, qui se sont radicalisées ont été victimes de violences sexuelles avant, ça j'en parle aussi, mais il y a plein de femmes qui ont été victimes de violences sexuelles qui ne se sont pas radicalisées. Donc, ça ne justifie rien, encore une fois. À chaque attentat, on essaye de chercher des excuses de il était fou, il était... Non, bon.
Il y a une idéologie, c'est ça la vraie explication, et c'est cette idéologie-là qu'il faut combattre. Et comment est-ce qu'on la combat? En étant à la hauteur de ses principes. Donc ça, en l'occurrence, je pense que tu auras compris que j'ai pas trop changé d'idée là-dessus depuis mon premier livre. Et c'est un peu ce que je disais avant, c'est que qu'est-ce qu'ils ont compris que, enfin, qu'est-ce que les islamistes ont compris, c'est que plus on a un commun, un collectif qui est d'accord sur des principes, aussi mortifères soient-ils, on est fort. Mm. Nous, en l'occurrence, on est de moins en moins d'accord les uns avec les autres. On est par ailleurs une démocratie. Alors, je suis profondément démocrate, mais c'est aussi toute la contradiction d'une démocratie, c'est que sa principale force, qui est de faire vivre des gens en désaccord les uns avec les autres ensemble, est aussi sa faiblesse, puisque, bah, en fait, même les antidémocrates peuvent vivre dans une démocratie. Donc, comment est-ce qu'on fait? Eh ben, ça veut dire qu'on propose un socle sur lequel cette démocratie peut s'appuyer, sur lequel un collectif est majoritairement d'accord et qui s'appelle un peu le fait national. Selon moi, ça peut être une histoire, ça peut être une culture, ça peut être beaucoup de choses. Là, c'est vrai que ça se perd de plus en plus. Et on a ces gens-là qui, à un moment, se sont sentis en dehors de ce fait national ou qui, en tout cas, se sont dit qu'ils allaient trouver un système meilleur que ce système-là. Et pour moi, la vraie solution, c'est un peu facile à dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense qu'on, c'est pas du tout quelque chose qu'on a fait en plusieurs décennies maintenant de djihadisme, c'est de leur prouver et de prouver à tout le monde que ce système, d'ailleurs radicalisé ou pas, hein, on a des gens qui sont quand même assez peu contents de ce système-là aussi et qui l'ont montré ces dernières années et qu'on n'a pas beaucoup écouté, c'est montrer à ces gens que en fait on est véritablement républicain. Voilà. Ce qui pour moi est pas toujours le cas. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, et merci pour cette explication. Je suis assez d'accord avec toi. Je voulais peut-être mettre comment dire, un élément comme ça dans la réflexion sans penser que j'ai la vérité, machin, mais me semble-t-il, un phénomène d'enculturation qui est manquant chez beaucoup de parents et Mm. pas que chez les parents musulmans ou que chez les parents d'enfants qui se radicalisent. On voit que même au niveau des Français dits de souche, comme on dit, on voit qu'il y a des gens comment dire, qui ne reprennent pas la continuité historique des idées du sol Mm. sur lequel ils sont nés et qui ne comprennent plus en fait leur société. Et moi, je me dis qu'il y a peut-être un problème de passation. En tout cas, je me permets Ouais. d'en parler parce que c'est ce qui a été chez moi, en tout cas, un vecteur de radicalisation islamique quand je l'ai vécu adolescent. C'est qu'en fait, j'ai pas eu de passation. Alors moi, ça s'explique parce que j'ai été en foyer, mais on voit que dans des familles unies et aimantes, il y a plus non plus cette passation. Et chez les musulmans, eh bien, il y a une enculturation à la civilisation islamique parce que c'est leur religion, leur spiritualité, ils en ont bien le droit. Mais du coup, il y a une passation, il y a une explication au niveau islamique entre les parents et les enfants. Il y a un phénomène de passation interculturelle qu'il n'y a plus en fait Mm. au niveau comment dire des idées françaises, au niveau de ce qu'est être français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a plus Jean, Marie et Mathieu, on a Jordan, je sais pas, Mandy et ce que je veux dire Mm. par là, c'est qu'il y a plus de continuité historique. Les Français ne connaissent même plus eux-mêmes leur propre culture, donc Tout c'est à d'autant fait. plus facile de les faire entrer dans des idéologies hors sol. Et tu m'y as fait penser tout simplement parce que bah, cette recherche en fait d'unité en fait dans la société, c'est aussi le travail des parents d'enculturer leurs enfants dans la société dans laquelle ils sont. Et encore une fois, je m'adresse pas qu'aux musulmans, même si évidemment je m'adresse à eux, mais je m'adresse aussi aux Français de souche. Moi, j'ai beaucoup de personnes avec qui je discute qui viennent me chercher, comme tu le disais tout à l'heure, lorsqu'ils ont un enfant qui se radicalise et qui viennent me dire, écoute Cyril, moi je comprends pas, je suis athée, la religion est un fait social. La France s'est débarrassée de la religion. Tu aurais dû lui faire passer les éléments des Lumières. Tu aurais dû lui Mm. faire passer les éléments. Et il y a des gens, et je leur en veux pas parce qu'ils se rendent pas compte à quel point c'est important, mais qui se disent, nous on est athées, la religion est pas un sujet, on va pas s'intéresser à ça. Et puis un Mm. jour, leur enfant est en recherche parce on est tous aux prises avec des questions existentielles et ils trouvent plus les lumières, ils trouvent pas les lumières que papa ou maman m'auraient filées, ils trouvent pas qu'est-ce qu'ils trouvent aujourd'hui dans la société, pour peu qu'ils soient en banlieue, c'est encore plus facile, eh bien ils trouvent l'islamisme qui est cohérent, qui donne un sens, qui donne une sécurité, qui Mm. apaise les questions existentielles et je pense que c'est un élément, sans dire que c'est l'élément majeur, mais c'est un élément en tout cas à mon sens. Non, mais je me permets juste de compléter en 2 minutes ce que tu viens de dire et je Avec suis tout grand à fait plaisir. d'accord avec toi. C'est que j'en parle dans mon livre parce que j'ai rencontré une psychologue qui a beaucoup travaillé avec des jeunes radicalisés
fille comme garçon. Et la question que je posais à tous mes interlocuteurs, c'est est-ce que vous avez vu un profil type? Et à chaque fois, j'avais la même réponse, non. Sinon, ce serait trop simple. Et elle, en l'occurrence, est la seule à m'avoir dit, il n'y a pas de profil type. En revanche, il y a un narratif familial, notamment, que j'ai beaucoup vu. Enfin, elle, en l'occurrence, elle m'a dit que c'était vraiment le gros point commun qu'elle avait vu entre toutes les personnes qu'elle avait rencontrées, c'est que ces jeunes garçons comme filles ont, pour l'immense majorité d'entre eux, eu un narratif familial ou pas familial, peu importe, mais avec lequel ils ont grandi, qui était un narratif que elle appelle anti-système ou complotiste. Alors, moi, je préfère le terme anti-système, mais en l'occurrence, elle me disait un discours anti-système, c'est n'importe quel discours considérant que le système dans lequel on vit n'est pas le bon. Ça peut être un discours antisémite, ça peut être un discours anti-chrétien, ça peut être un discours anti-occidentaux, ça peut être un truc très Anticapitaliste. complotiste, voilà, anticapitaliste ou peu importe. En fait, elle me disait, ça n'est pas du tout une question de religion, milieu social ou autre, c'est une question de narratif, et donc je te rejoins beaucoup sur ce que tu disais avant, qui va dire à l'enfant ou à l'adolescent, tu ne vis pas dans le bon système, nous sommes dans un système qui est mauvais, et par conséquent, tu as le droit d'en chercher un meilleur. Et l'islamisme étant très puissant en termes de force de frappe, eh bien, il se fait en fait, il est une proposition d'un système, parce que l'islamisme, on peut considérer ça comme un autre système, pas très souhaitable, mais un autre système quand même. Et bien, cet islamisme vient se proposer comme étant un meilleur système que celui que dont l'enfant a entendu qu'il était très critiquable. Effectivement, complètement d'accord sur cela. Est-ce que tu as un message en fin de vidéo que tu voudrais transmettre à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, un message en rapport avec le livre ou pas forcément, en tout cas un message pour la société française, peut-être un message, comment dire, positif, peut-être un message constructif, peut-être une aspiration, je sais pas, je te laisse au choix. Elle est compliquée cette question. Un message, bah, je pense que ce serait, ça fait un peu tarte à la crème comme ça, mais je pense que c'est quand même l'angle vraiment de mon livre. Le C'est message là, il était bien. c'est pas, enfin, j'ai appelé mon livre La femme est un islamiste comme les autres, non pas comme une provocation, mais déjà parce que c'est les résultats de mon enquête, que Ouais, la femme n'est en fait pas si différente que ça de l'homme, notamment dans le mauvais. Et je pense que le message que j'ai eu envie de faire passer, en tout cas c'est l'angle que j'ai choisi, et c'est les conclusions de ce travail de quelques années maintenant, c'est que l'égalité malheureusement n'est pas toujours là où elle est. Enfin, elle n'est surtout pas là forcément là où on aimerait qu'elle soit. Et je ne peux qu'enjoindre les personnes qui pensent que je n'ai fait que taper sur les femmes ou sur les musulmans à lire, parce qu'au contraire, je crois que je vais pas dire que c'est un livre féministe ou d'égalité, ça n'était pas forcément ça l'objectif, mais c'est montrer que effectivement, l'égalité, si on veut qu'elle soit véritable et applicable, eh bien, il faut reconnaître qu'elle existe autant dans le bien que dans le mauvais. Voilà. d'accord. Eh bien, écoute, message bien compris. En tout cas, moi, je t'encourage à lire ton livre que j'ai beaucoup aimé aux éditions du Cerf. Ça s'appelle La femme est une islamiste comme les autres. C'est une enquête inédite que moi je n'ai vue nulle part ailleurs et qui est vraiment importante pour comprendre le phénomène djihadiste ou le phénomène islamiste ou le phénomène de radicalisation islamiste selon les termes qu'on choisit dans son ensemble. Eh bien là, on a le côté femme qui est très intéressant et très important. Il Merci me reste beaucoup. à te remercier, Louise Eliafi, pour le temps que tu nous as accordé. Et puis, eh bien, on se reverra peut-être lors de nouvelles occasions de Ça discuter marche. ensemble, Avec grand plaisir. ou lors de ton prochain livre. Je sais pas si tu en as un qui est en Non, toile. pour l'instant, il y en a plus. Je me repose. Bon, d'accord. Eh ben, écoute, je te souhaite une excellente journée et puis je te remercie Merci à nouveau. à toi aussi. Merci, salut.